Effectivement. Alors bonjour à toutes et à tous, merci pour votre invitation. Bienvenue dans cette table ronde consacrée donc au combat contre l'idéologie islamiste en France et en Europe. Alors nos invités ont déjà été présentés, comme on a très peu de temps, voilà, on va essayer d'être assez efficace. Alors Karine Azzopardi, on va peut-être commencer par vous. Vous êtes journaliste, vous êtes partie civile dans le procès des attentats du 13 novembre et vous avez perdu votre compagnon dans cet attentat. Vous avez publié récemment une tribune dans Libération pour expliquer en quoi, pour vous, il était important de parler de l'idéologie islamiste qui a conduit à cet attentat. Puisque, je le rappelle, il y a eu des débats entre les partis civils et la défense à ce sujet pour que des experts ne viennent pas forcément s'exprimer sur ce sujet. Alors pourquoi, pour vous, c'était important d'en parler ? Oui, bonjour à tous. Pour moi, c'était important d'en parler parce que je n'entendais pas ces mots. Et ici, ça me fait du bien de les entendre. Tout simplement, ces mots de terrorisme islamiste dans les débats qui ont commencé au procès du 13 novembre 2015. Alors, ça peut paraître incroyable parce que c'est juste le nom de ce qui s'est déroulé ce soir-là et qui m'a touchée personnellement. Mais je n'entendais pas ces mots. Ils ont été prononcés peut-être pour la première fois par Bernard Cazeneuve, qu'on a entendu tout à l'heure, et puis par un policier qui a été blessé ce soir-là juste avant moi, mais je ne les entendais pas. Et j'ai eu un déclic le jour où il y a eu ce fameux débat entre des avocats de la défense et des avocats des partis civils. Et d'ailleurs, certains parmi les partis civils n'étaient pas convaincus non plus de l'utilité de la présence de ces experts à la barre pour expliquer ce qu'était l'idéologie islamiste lors de ce procès des attentats du 13 novembre 2015. Or, pour moi, ça n'était pas possible de ne pas parler d'idéologie. C'est-à-dire qu'un procès... Alors, je ne suis pas du tout spécialiste, comme tous les gens qu'on a entendus et qui ont parlé brillamment avant nous. Je ne suis pas du tout une spécialiste, je ne suis pas non plus juriste, mais un procès pour terrorisme, pour moi, c'était quand même évoquer des faits, évidemment, mais ne pas rester sur ces faits qui ont mené à ces actions ce soir-là, mais parler de l'idéologie qui avait construit ces faits. Ça me paraissait d'une évidence totale, mais ça ne l'a pas été. Donc, c'est pour cela que j'ai publié cette tribune, qui était une tribune en réaction à une autre tribune écrite par une partie civile quelques jours avant dans le même journal, voilà, qui, lui, voulait que son propos était de dire que le procès du 13 novembre ne devait pas être le procès du djihadisme ou de l'islamisme. Or, pour moi, c'était un contresens total. Quelles ont été les réactions après votre tribune Quelles ont été les réactions des autres partis civils après votre tribune ? Il y a eu des débats entre vous ? Alors moi, je ne parle pas avec beaucoup de partis civils puisqu'on ne se connaît pas tous, et j'ai été dans une association, l'association 13-11-15, après les attentats, mais pour tout vous dire, alors ces associations font un travail remarquable avec les victimes, mais moi, j'ai pas franchement eu le temps entre mon travail et puis mes filles qui seront dont je m'occupe de participer et de communiquer avec d'autres partis civils, mais les réactions dans la salle, même des réactions parmi mes amis. Avant le procès, on m'a dit ah, ça tombe mal, ça va faire monter le Front National. Alors bon, d'accord, mais d'une part, on n'a pas choisi, et puis d'autre part, il me semble que de raisonner en ces termes, c'est d'être un peu borgne, c'est-à-dire de ne voir que d'une partie du problème. Et je ne pense pas que nommer l'ennemi qui nous a désignés, parce que moi, j'ai rien demandé. Il se trouve que par 5 fois, entre moi et mon compagnon, nous avons été confronté au terrorisme, c'est-à-dire en 95, il était dans la rame du RER à Saint-Michel qui a précédé l'explosion, par hasard. Le 11 septembre, j'étais à New York, voilà, à un mariage, donc c'était un de mes premiers reportages, puisque j'étais une des seules journalistes de télévision présentes sur place. Ensuite, il était dans la rue de Charlie, il était en train d'acheter un sandwich à côté de l'Hypercacher, et il se trouve qu'il a été tué au Bataclan. Donc, à un moment donné, c'est vrai qu'on peut être dans le déni, et je l'ai été assez longtemps.
Mais on se dit que... C'est un aspect intéressant. Vous racontez dans votre tribune que pendant longtemps, vous n'avez pas pris conscience de ce qu'était le djihadisme. Oui, pour moi, j'étais comme beaucoup de mes amis, j'étais par exemple partie en Palestine, donc j'étais une militante, j'ai participé à certaines manifestations au départ, et c'est vrai que ça me fait du bien aujourd'hui d'être ici, parce que j'ai été aussi dans le déni assez longtemps, mais à un moment donné, c'est ce que disait le philosophe Julien Freud à son maître de thèse, quand l'ennemi vous désigne, être pacifiste, c'est bien beau, mais le pacifisme n'a plus sa place. Et il ne vous laisse pas, l'ennemi vous a désigné, il ne vous laissera pas cultiver votre jardin. Donc j'ai quand même ouvert les yeux à un certain moment, compris, parce que j'avais besoin de comprendre ce qui nous arrivait et ce qui m'arrivait personnellement. Et puis aujourd'hui, je trouve que beaucoup de gens dans la salle, malheureusement du procès des attentats du 13 novembre, ce ne sera peut-être pas la même chose pour Nice, mais beaucoup de gens sont encore dans le déni de qui nous a désignés comme ennemis pour ne pas faire monter les extrêmes, etc. Ce que je comprends tout à fait, mais à un moment donné, nommer, comme le disait Albert Camus, nommer les choses, c'est nécessaire. Peut-être un autre élément que je voudrais aussi souligner. Un autre élément que je voudrais aussi mettre en avant de votre tribune, c'est que vous soulignez que c'est un attentat là qui finalement a montré que l'islamisme vise des victimes indistinctement, et finalement là, c'est peut-être la fin du « ils l'ont bien cherché ». Exactement, c'est d'ailleurs ce que j'ai dit lors de mon témoignage. C'est-à-dire que moi j'ai mis du temps à comprendre ce qu'était l'islamisme, puisque c'était pas forcément ma spécialité, ça me concernait évidemment, mais j'étais sur d'autres sujets. Et à un moment donné, le terme de totalitarisme qu'a employé Bernard Cazeneuve tout à l'heure est très important. Et c'est pour ça que le procès, à mon sens, du 13 novembre doit être très important, parce que ça ne s'est pas passé malheureusement pour Charlie. J'ai l'impression qu'il y a eu que les gens n'étaient pas forcément hyper concernés, parce qu'on se disait à un moment donné, c'est un prof qui a été visé pour Samuel Paty. Charlie, ce sont des journalistes. Ils l'ont un peu bien cherché avec leurs caricatures. On peut continuer comme ça, les policiers, les militaires, aux Zaratora, ça ne nous concerne pas forcément. Et puis à un moment donné, il y a le 13 novembre. Le 13 novembre, c'est tout le monde. Pourquoi le 13 novembre? Parce que dans l'idéologie salafo-djihadiste, évidemment, un stade, c'est impie. Boire un verre en terrasse avec des amis, de l'alcool, des hommes, des femmes mélangés, c'est impie. Donc un concert dans une salle de spectacle, alors ça a été le Bataclan, parce que dans l'imaginaire djihadiste, ça rappelait, il y avait aussi l'antisémitisme latent de cette salle qui avait été une salle de réunion pour lever des fonds pour Israël dans le passé, mais ça aurait été une autre salle de concert, parce que écouter un concert de rock un soir entre amis, c'est impie aussi. Donc à un moment donné, c'est nos valeurs qui sont visées, et si la société dans son ensemble ne se rend pas compte que face à l'intolérance, il n'y a aucune tolérance à avoir, sur le plan de l'islamisme et des valeurs que nous devons défendre face à cela. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que là, on était moins visés par des organisations, mais l'islamisme, le terrorisme, c'est une sinusoïde, c'est-à-dire qu'il y a des moments où ça frappe, et il y a des moments où ça se reconstitue, mais l'idéologie, elle demeure. Et il faut absolument se rendre compte de ce qu'est cette idéologie et comment rester ferme face à cette idéologie, nous, dans la société civile. On reviendra vers vous. Je vais passer à Najwa Elaïté. Alors, vous avez été confrontée, vous, à l'islam politique dans votre quotidien de militante et d'élue à la mairie d'Évry-Courcouronnes. Peut-être notamment, je pense à l'exemple qui est assez frappant des écoles coraniques que vous avez vu se développer, qui est un vecteur très important d'influence auprès des plus petits de l'islam politique. Alors, comment et peut-être d'autres exemples aussi que vous développerez, mais comment faire face à cette influence de l'islam politique dans certains quartiers?
Bonjour, tout d'abord, merci pour votre invitation. Donc, à titre préliminaire, j'aimerais dire et souligner qu'il est important, et on l'a rappelé, et je pense que c'est la milice qui l'a fait, de distinguer vraiment l'islam en tant que religion, en tant que volet spirituel, et l'islamisme qui est un courant de pensée politique qui se base sur cette religion, parce que la majeure partie des Français de confession musulmane pratiquent leur religion dans la paix et conformément aux principes républicains qui nous sont chers, puisque je fais partie de ces Français de confession musulmane. Une fois que j'ai dit cela, l'ennemi, en effet, c'est l'islamisme, et c'est pas un phénomène récent, puisque certains sociologues estiment que l'islamisme est né en France dans les années 60, mais il n'était pas aussi bien structuré et développé que dans les années 80, puisqu'on parle d'un développement de l'islamisme dans sa structuration à partir des années 80. Donc, ces mouvances islamistes, parce qu'il faut, et vous le rappeliez, nommer les choses. Donc, ces mouvements islamistes sont de 4 ordres. D'ailleurs, je me base sur un rapport du Sénat. Je ne vais pas être longue pour répondre à vos questions, mais... Oui, exactement. Donc, vous avez le Tabligh Jamaat, qui est une sorte de secte créée en Inde en 1927, donc qui vise à réislamiser les Indiens, mais qui est présent aussi également en France. Vous avez les salafistes, on en a parlé, salafistes qui tirent leur enseignement des cheikhs d'Arabie saoudite et qui sont des puristes et qui reconnaissent pas le système démocratique français. Et Bernard Rougier, d'ailleurs, l'évoquait dans ses recherches. Ils sont principalement basés en Île-de-France, à Marseille. Donc, je ne vais pas être plus longue. Vous avez également les Frères musulmans, qui sont une confrérie. Donc, je pense que tout le monde la connaît, créée en 1928. Et leur engagement est à la fois social. Donc, et là, j'en parlerai de manière précise avec un exemple que j'ai vécu. Donc, engagement à la fois social, à la fois religieux. Donc, ils ne s'opposent pas, contrairement aux salafistes, à la démocratie, bien au contraire, puisque leur arrivée au pouvoir, on parlait tout à l'heure du volet international, eh bien, ils arrivent par les urnes au pouvoir. On l'a vu au Maroc avec le PJD, on l'a vu en Tunisie avec Ennahda, on l'a vu en Égypte. Et donc, vous avez cette mouvance islamique qui existe aussi en France et qui n'est pas seulement une organisation conservatrice, puisqu'elle est interdite dans certains pays, notamment l'Autriche, qui est une première en Europe, je tiens à le souligner, également interdite aux Émirats arabes unis, en Égypte. Et l'administration américaine a inclus ce mouvement frériste, donc le ASM, dans les organisations terroristes. Donc, la quatrième mouvance, et j'en terminerai par là pour répondre à votre question, c'est les djihadistes. Et là encore, je fais référence à Bernard Rougier, ce sociologue qui, dans ses recherches, a pu voir et constater qu'il y avait des ponts entre les salafistes, l'idéologie salafiste et les djihadistes. Donc leur objectif est d'instaurer, et on en parlait, un califat, donc de manière globale. Et donc tous ces, à mon sens, c'est mon avis, toutes ces mouvances islamistes ont une détestation du mode de vie à l'occidental. C'est clair, enfin je veux dire l'égalité entre les femmes et les hommes, excusez-moi, mais c'est pas leur préoccupation, bien loin de là. La démocratie, j'en parlais, pour un volet de ces mouvances, ils la combattent. D'ailleurs, ils ne la reconnaissent pas, ils veulent rien avoir à faire avec la démocratie. Donc tout ça pour dire que notre mode de vie les dérange. Ensuite, la structuration de ces mouvances en France s'est accompagnée de l'émergence du communautarisme islamique, et on le voit dans certaines villes. Et le premier symptôme, souvenez-vous, c'était en 1989, avec cette affaire du foulard islamique au collège de Creil. Souvenez-vous également
qu'en 1989, eh bien, pour la première fois, un pays intervenait, donc le royaume du Maroc, par la parole de feu le roi Hassan II, intervenait pour calmer les choses et demander à ces jeunes filles franco-marocaines de retirer leur voile. Autre exemple, et je pense que là aussi c'est mon humble avis, et ça a été l'erreur de notre pays, peut-être par péché de naïveté, c'est d'accueillir des islamistes dans certaines villes, et là je pense notamment à Trappes et à Toulouse notamment, dans les années 90, au même moment où ils étaient réprimés au Maroc sous feu Hassan II, en Algérie par l'armée algérienne, ou également en Tunisie sous l'ère Ben Ali. Eh bien, on a retrouvé le GIA à Trappes, donc avec l'idéologie qui est véhiculée dans cette ville. Donc le GIA, je rappelle que c'est le groupe islamique armé qui est considéré comme une organisation terroriste islamique d'idéologie salafiste djihadiste. Et donc vous avez cette idéologie qui a bien imprégné à Trappes, et on le voit d'ailleurs, et l'actualité récente nous le prouve, c'est que de nombreux jeunes de ces villes sont allés mener des combats en Syrie. L'exemple de Toulouse est le même, donc je ne vais pas m'y attarder. Me concernant, et je réponds à votre question, moi j'ai été confrontée personnellement à l'idéologie, j'allais dire, islamiste, quand j'étais étudiante à la faculté de droit du Havre, où j'ai pu constater, mais je ne voyais pas trop... j'allais dire le problème, la difficulté. J'estimais qu'on est en démocratie et que les idéologies, on a le droit d'en débattre en tous les cas. Donc j'ai été approchée, c'était dans les années 2006-2007, par des étudiants à l'université de droit franco-maghrébins qui sont venus me voir en disant Najwa, ce serait bien que tu viennes assister au colloque de Tarek Ramadan, qui prône un islam qui te plaira, tout en me rappelant d'ailleurs qu'il fallait que je porte le voile parce que c'était pas bien, il fallait que je sois pudique. Et donc j'ai vu par cet exemple-là que il y avait vraiment une imprégnation de l'idéologie frériste, puisque Tarek Ramadan appartient au mouvement des frères musulmans, et avec une volonté d'attirer des jeunes, pas forcément des jeunes en mal de repères ou en échec scolaire, mais aussi l'université aussi était ciblée. Donc peut-être c'est la première question à laquelle... Voilà, comme on n'a malheureusement pas beaucoup de temps, peut-être une autre question aussi, parce que vous êtes une spécialiste de la laïcité, et on ne peut que constater qu'aujourd'hui, la laïcité était une notion qui n'est plus du tout synonyme de liberté pour un certain nombre de jeunes, mais qui est parfois assimilée à une forme de racisme, qui n'est plus du tout, enfin c'est une valeur qui n'est plus du tout comprise comme une liberté face aux obscurantismes religieux. Comment vous, qui êtes spécialiste de la laïcité, vous analysez ça et comment on peut finalement remédier à ça? Alors, je vais parler sous ma casquette d'élu à Évry-Courcouronnes, où là, cette question, elle se pose, et sans doute dans d'autres villes de manière prégnante, c'est-à-dire que la laïcité est mal comprise. Elle est mal comprise par les jeunes, mais aussi par des familles. Et j'ai pu le constater, notamment en discutant avec des parents qui me disaient, mais en fait, la laïcité, mais c'est un principe anti-islam. Et vraiment, c'est pas la première fois que je l'ai entendu. Donc, il a fallu, notamment pas à mon échelle, mais à l'échelle de la ville d'Évry-Courcouronnes, organiser, au-delà des formations auprès des agents publics, et là j'y reviendrai, mais aussi des formations auprès des habitants pour expliquer ce que c'est que la laïcité, c'est-à-dire un principe, au contraire, profondément républicain, un principe où la liberté de conscience est une liberté fondamentale, où toutes les religions ont leur place, d'ailleurs les religions, mais aussi ceux qui ne
croient pas. L'athéisme aussi n'est pas à mettre de côté, puisque la laïcité, ce n'est pas un principe anti-religion ou anti-athéisme, c'est un principe où eh bien, c'est le vivre ensemble qui prime avec des libertés fondamentales. Je parlais de la liberté de conscience, avec cette limite qui relève de l'ordre public. Donc il a fallu, au sein de la ville d'Évry-Courcouronnes, notamment auprès des Français de confession musulmane, expliquer ce principe et expliquer qu'au contraire, c'est ce qui nous permet de vivre ensemble. Donc il y a eu des formations. Ça marche, on peut expliquer ? Ça marche, mais il faut continuer. C'est-à-dire que nous, tout au long de l'année, on a d'ailleurs monté un comité local de la laïcité pour sensibiliser à ce principe de la laïcité. D'ailleurs, le 9 décembre, il y a un prix de la laïcité qui sera remis. Donc, tout au long de l'année, notre travail en tant qu'élus, c'est d'expliquer que tous les croyants ont une place au sein de la République à partir du moment où ils respectent aussi nos valeurs républicaine. Le principe de l'égalité entre les femmes et les hommes en fait également partie, je tiens à le souligner, mais voilà, il s'agit d'expliquer, de réexpliquer, et c'est un travail de longue haleine. Et je pense que ça a marché, puisque à la fin de ces rencontres, je peux vous dire que des familles étaient plutôt rassurées en disant on ne pensait pas du tout que ce principe-là nous permettait de pratiquer notre religion. Et là, je pense à l'islam de manière pacifique, sans qu'on soit montré du doigt. Merci beaucoup. Pardon, on est pris par le temps, donc je vais donner la parole à... Voilà. Je vais donner la parole à Fadila Maharoufi. Alors, vous êtes cofondatrice et directrice de l'Observatoire des fondamentalismes à Bruxelles. Alors, expliquez-nous d'abord, peut-être en quelques mots, votre parcours. Vous avez vécu dans un quartier proche de Molenbeek que vous avez vu évoluer vers l'islamisme. En fait, oui, donc j'habitais dans un quartier qui s'appelait Curugem, donc Anderlecht, juste à côté de Molenbeek. Mais il faut savoir que Molenbeek n'était pas le seul, on va dire la seule commune, la seule mairie en fait qui était touchée par le radicalisme. C'est-à-dire que sur 19 communes, 19 mairies sur Bruxelles, il y a plusieurs mairies, dont Saint-Josse, Anderlecht, Forêt, Saint-Gilles, Schaerbeek, donc différents quartiers qui sont touchés par le radicalisme. Pourquoi ? Parce que ce sont des quartiers qui sont des quartiers à forte population d'origine immigrée, issue de l'immigration notamment maghrébine ou pour Schaerbeek turc. Et que depuis enfant, moi j'ai entendu, en fait, ça fait depuis 30-40 ans qu'il y a un radicalisme qui est présent, que ce soit par les mosquées, au sein des familles, qu'il y a un discours haineux vis-à-vis de tout ce qui n'est pas musulman, qui soit contre les juifs, qui soit contre les mécréances qu'on appelait les porcs, tout ce qui est impie. Donc pour moi, ce n'était pas étonnant en fait quand on a pu voir le 11 septembre, quand on a pu voir ce qui s'est passé en France, les attentats en France ou à Bruxelles. C'était pas étonnant parce que finalement, on a été quelque part éduqués, amenés à réfléchir de cette manière-là, puisque différents acteurs au sein de différents lieux, que ce soit, comme je le disais, dans les mosquées, mais c'est aussi les prêches, c'est aussi au niveau de certaines chaînes satellitaires, des ouvrages encore islamiques qui sont encore en vente actuellement, de Youssef, par exemple, El Kardaoui, des frères musulmans, dans les librairies en France ou en Belgique. Alors vous avez fondé en 2020 l'Observatoire des fondamentalismes à Bruxelles. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots en quoi ça consiste ? Quel est le rôle de cet observatoire ? Alors, il faut savoir qu'au départ, c'est en ayant d'abord fait un master, donc j'ai été infiltrée, on va dire, des groupes de femmes salafistes et sœurs musulmanes au sein de Bruxelles, dans différents quartiers. Et suite à ça, au bout de quelques années, en fait, je me suis rendu compte, au bout de on va dire 2 ans, je me suis rendu compte qu'en interpellant les pouvoirs politiques, les différentes associations, je me suis rendu compte qu'ils étaient sourds à ces questions-là. C'était en 2014, 2015, 2016, et on ne voulait pas en entendre parler, donc on cachait.
J'ai rencontré ensuite une chercheuse, Florence Bergeau-Blaclair, qui est chercheuse au CNRS et qui a mené aussi des recherches sur toutes ces questions sur la normalisation, donc sur l'islam normative. Et donc je me suis engagée avec elle pour travailler sur ces questions et je l'ai interpellée parce que moi je ne savais plus où trouver une oreille, une écoute là-dessus. Et donc nous avons décidé de co-fonder l'Observatoire et il est basé sur 3 volets. Donc il y a un premier volet recherche scientifique, donc l'idée, et qui est d'ailleurs coordonnée par Florence Bergeau-Blaclair, l'idée c'était de poursuivre des recherches de terrain sur ces questions-là pour justement expliquer et comprendre le phénomène de radicalisation et d'islamisme, parce que pour moi en tout cas, ce que j'entendais, ce que j'obtenais comme réponse n'était pas satisfaisante sur les conditions, sur le pourquoi est-ce que les jeunes seraient partis en Syrie, pourquoi est-ce qu'un jour ils décident de se faire exploser. Et puis alors il y a aussi le volet accompagnement social, où là j'accompagne différentes personnes, que ce soit des enseignants, que ce soit des professionnels de la police, que ce soit des personnes de confession musulmane qui subissent des pressions dans certains quartiers parce que soit elles ne portent pas le voile ou parce que voilà, elles décident de ne pas suivre l'idéologie, enfin les pressions qu'elles subissent, elles ne les acceptent pas, du coup elles nous contactent pour de l'aide. Et alors, il y avait le 3e volet, pardon, les réseaux sociaux, voilà, pardon. Donc, les réseaux sociaux où là, nous voulions justement faire la différence, donc expliquer aux gens les différences entre islamisme, djihadisme, et musulmans, etc. Parce que souvent, les gens ne comprenaient pas exactement les différences, parce que c'est vrai qu'en Belgique, comme on parle très peu de ces sujets-là, voire quasiment pas, c'est un sujet tabou, énormément de gens sont confrontés à l'islamisme, au radicalisme, et finalement, ils n'ont pas d'interlocuteur. Et donc, par les réseaux sociaux, on était visible, parce qu'il faut savoir aussi que depuis que nous existons, nous avons pu mettre en avant pas mal de dossiers en Belgique, et vous en avez suivi quelques-uns, notamment avec l'affaire Issa Naouache, donc la personne qui a été désignée commissaire au gouvernement belge. Peut-être un mot sur une affaire assez récente. On a pu voir que l'islam politique pouvait passer par une forme d'entrisme, même si le mot est toujours un petit peu particulier, mais un entrisme dans certains organismes de l'Union européenne sous couvert de lutte contre la discrimination. Vous pouvez peut-être développer ce qui s'est passé récemment. Vous n'étiez pas surprise, j'imagine? Non, j'étais pas surprise, mais parce que d'abord parce que c'est vrai on avait déjà discuté en fait avec Florence qui avait travaillé sur ce sujet-là depuis 3 ans justement, et elle a constaté qu'évidemment c'était noyauté par des groupes et des associations proches des frères musulmans ou frères musulmans. Mais ce qui était important surtout, et moi, là où j'aimerais surtout attirer l'attention, c'est toutes les associations belges à Bruxelles, puisque Bruxelles, certes, c'est la capitale de la Belgique, mais c'est la capitale de l'Europe. Vous avez une association comme le CCIF qui a eu une aide et un appui de l'ENAR, donc une autre association belge qui est à l'Union européenne, mais vous avez aussi le CCIB, le collectif de lutte contre l'islamophobie en Belgique. Donc, ils ont fait un appel à l'aide pour justement amener le CCIF en Belgique, qui est devenu le CCIE. Leur objectif de toutes ces associations, au départ, c'est d'abord, elles reçoivent, en tout cas pour le CCIB, reçoit des subventions de certaines mairies belges et de la Fédération Wallonie-Bruxelles, ce qui donne une légitimité et donc un interlocuteur au sein du Parlement européen et d'autres associations. Et pour moi, c'est ça qui est aussi important de pouvoir expliquer, c'est qu'au niveau de la Belgique, on a des acteurs et actrices, parce que les femmes, on n'en parle pas vraiment beaucoup, mais les femmes, depuis quelques années, ce sont justement elles sont éduquées à revendiquer des droits, notamment ce qu'elles appellent le droit de porter le hijab, etc. Mais en fait, c'est une façon aussi de s'imposer aussi bien dans l'enseignement, dans l'éducation, dans les partis politiques, etc. Donc c'est quelque chose qui est en marche depuis quelques années aussi dans les quartiers. Et on subit une pression, les familles subissent une pression, que ce soit des familles musulmanes, que ce soit les personnes qui sont belgo-belges. Donc tout le monde subit une pression, ce qui fait que ces questions-là, on ne peut plus en parler. Et quand on en parle,
parle, on est banni, en fait, on est exclu. Et c'est vrai qu'on en a parlé notamment dans un livre qui s'appelle Cacher cet islamisme, où on explique comment, par ce processus-là, comment est-ce qu'on arrive à faire taire, comment est-ce qu'on arrive à essayer de noyer, toutes ces questions qui sont très importantes. Et on voit à Bruxelles que finalement tous ces groupes islamistes et fondamentalistes continuent à avancer, mais à une rapidité phénoménale. Et je pense que la France a vraiment un rôle à jouer au niveau de l'Europe par rapport à ça, de pouvoir interpeller aussi le politique belge, la Belgique par rapport à ces questions, puisqu'au niveau de la Belgique, on se rend bien compte qu'il y a un véritable problème. Je crois que malheureusement, nous avons terminé. Je ne sais pas si on a encore un peu de temps, ou peut-être un mot de conclusion pour chacune, si vous voulez. Peut-être qu'est-ce que vous attendez de ce procès aujourd'hui? Je ne sais pas si ça marche. Oui. C'est bon. Alors très modestement, ce que j'attends de ce procès, c'est une forme de pédagogie collective par rapport à toutes ces questions. Et moi, je suis admirative des personnes qui sont à cette tribune parce qu'elles sont depuis des années confrontées à l'hydre de manière très concrète et doublement en tant que femme. Donc je suis admirative de ce courage-là. Et donc je pense que ce procès doit nous permettre, oui, de faire une pédagogie collective, médiatique autour de ces questions d'islamisme, parce que toute la société, il n'y a pas une frange de la société qui peut y échapper ou qui peut se dire que nous ne sommes pas visés, parce que nous sommes visés, nous, Français, que ce soit Français musulmans ou Français athées ou tous les autres citoyens. Enfin, je veux dire, nous sommes visés en tant que ce que nous sommes, pour ce que nous sommes. Et donc, il est important que ce procès puisse faire prendre conscience, je pense, à tous, et on en est encore très loin, que nommer l'islamisme, c'est déjà la base, et d'en discuter comme on le fait là. Et c'est pas une donnée dans la société tout entière. Et je pense que si ce procès peut mettre la lumière sur ce phénomène, ça sera déjà pas mal. Merci beaucoup. Si vous voulez un dernier mot de conclusion, vraiment très très rapide. Moi, j'aimerais simplement rappeler que les mouvances islamistes se nourrissent aussi du déterminisme social, de l'assignation aussi à résidence, et je le vois en tant qu'élue d'une ville de banlieue, et se nourrit aussi des ghettos urbains. Souvenez-vous aussi d'une actualité récente où une maman interpellait récemment le président de la République, où elle disait au président, eh bien, vous savez, mon fils, qui est dans un collège, eh bien, où il n'y a pas de mixité sociale, il se demande si le prénom Pierre n'existe que dans les livres. Donc là, tout est dit, c'est-à-dire qu'il faut vraiment aussi que la République assure l'ascension sociale de tous, que l'égalité des chances ne soit pas qu'un vœu pieux, mais aussi une réalité concernant nos politiques publiques, parce que c'est la marginalisation sociale et géographique, les discriminations qui sont le terreau idéal des discours victimaires et radicaux des mouvances islamistes. Et j'ai pu le constater, moi, en tant qu'élue à différents endroits, que ce soit au Havre ou à Évry-Courcouronnes. Fadila Maroufi, si vous voulez réagir peut-être à ces derniers propos. Juste deux choses à dire. D'abord, la première, quand on voit Bruxelles, ces quartiers, on ne peut pas dire que les jeunes sont isolés, où il n'y a pas de mixité entre des personnes qui sont d'origine musulmane, enfin de confession musulmane et autres. Il y a de la précarité, mais elle se côtoie avec le reste. Donc, et quand on voit la grosse majorité des personnes qui sont parties faire le djihad, ce n'étaient pas des gens qui avaient des problèmes socio-économiques. Il y a vraiment aussi un gros problème, surtout idéologique. Et alors, l'autre point pour moi qui est très très important, c'est qu'on négocie jamais avec des islamistes. On ne négocie pas avec des religieux. Quand j'entends parfois certains représentants en fait des musulmans qui négocient avec des islamistes, pour moi c'est un non-sens, parce que c'est pas de cette manière-là qu'on va y arriver. Si on veut vraiment y arriver, il faut donner du sens aux jeunes,
aux familles. Il faut leur dire qu'ils appartiennent en tant que citoyens, comme tout le monde, à une nation. Et je pense que c'est seulement de cette manière-là qu'on va finir par sortir. Et donc, il faut surtout, parce qu'on a vu, moi je les ai vus dans les quartiers, des imams qui ont négocié dans des écoles et qui avaient la main mise sur les écoles. On voyait que finalement, certains spectacles n'étaient pas donnés parce qu'ils étaient haram, considérés comme illicites. Donc, il ne faut surtout pas négocier et pas leur donner de légitimité parce que finalement, on finit par faire croire que c'est le religieux qui est au-dessus de la loi. Et c'est ce qu'il faut éviter. Merci beaucoup. Merci à toutes.